seulement 12% des licenciements sont remplacés par des ruptures conventionnelles. Donc ce chiffre, vous l'avez peut-être vu passer dans la presse, sur les chaînes d'infos ou même dans les déclarations du ministre du Travail dernièrement. Donc il vient d'une note très sérieuse de l'Institut des politiques publiques, la note numéro 117, qui a été publiée en novembre 2025 et qui résume l'étude de Pauline Carry et Benjamin Schoeffer. L'idée, c'est que la rupture conventionnelle n'a, entre guillemets, remplacé qu'une faible part des licenciements. En gros, le dispositif ne servirait pas à apaiser le conflit social, mais bien à contourner la démission et donc à coûter cher à l'État. Mais si on regarde cette note de près, et surtout ses sources, on découvre une construction intellectuelle beaucoup plus fragile qu'elle n'y paraît. Et surtout, un contexte politique qui, lui, est beaucoup plus clair. Alors, que cache vraiment le chiffre 12%? Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Ma mission est la suivante, c'est de vous éviter, vous cadre, un refus catégorique, vous éviter de vous faire avoir par les RH dans votre négociation de sortie et vous permettre de quitter votre entreprise sans démissionner et de maximiser vos indemnités et vos droits. Alors si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, vous pouvez déjà vous abonner à cette chaîne parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, ça pourrait bien vous servir. Alors, pourquoi ce chiffre sort-il précisément maintenant, à la veille du budget 2026? On va voir ensemble comment une donnée qui date de 10 ans peut devenir une arme budgétaire. Dès la première page, l'IPP reconnaît que, je cite, le processus de séparation est en général difficile à observer et documenté de façon systématique. Autrement dit, les données sont incomplètes, fragmentaires et surtout anciennes. Car tous les chiffres utilisés viennent de périodes antérieures à 2015. Les comparaisons avant-après 2008, eh bien, l'enquête de la DARES de 2011 ou encore des panels d'entreprises clos en 2014. Donc on parle d'un moment où eh bien, les ordonnances de Macron de 2017 n'existaient pas, ni le télétravail massif, ni les ruptures conventionnelles collectives, ni même la généralisation du barème prud'homal. Donc on prend donc une photo que je pourrais considérer comme étant déjà jaunie par le temps et on prétend en tirer une leçon pour la France de 2025. C'est comme si on voulait comprendre TikTok à partir d'un rapport sur le Minitel datant de 2001. Enfin, on en est presque là. Donc ce n'est pas faux, oui, c'est juste hors du temps. Alors, l'IPP présente ces résultats comme issus de, je cite, trois méthodes indépendantes. Alors, en réalité, ces trois méthodes ont un point commun. Elles postulent que toute baisse de licenciement correspond mécaniquement à une hausse des ruptures conventionnelles. Alors on appelle ça en logique un biais de circularité. La conclusion est déjà contenue dans la prémisse. Alors ce n'est pas de la rigueur scientifique, c'est de la dialectique performative. Et le philosophe Paul Václavic disait, je cite, « Si tout ce que vous avez est un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. » Donc ici, si tout ce que vous avez, c'est une courbe de licenciement, eh bien toute rupture de contrat devient une conversion de licenciement. Donc la note de l'IPP mélange la corrélation et la causalité. Elle ne mesure pas le processus de décision, ni la négociation, ni le contexte managérial. Elle mesure un résultat brut et en déduit une intention. Et en sens social, c'est ce qu'on appelle un raccourci herméneutique. C'est une histoire que l'on plaque sur des chiffres pour leur donner un sens. Alors, ce n'est pas un hasard si ce récit réapparaît en 2025. Vous le savez, les ruptures conventionnelles, c'est aujourd'hui plus de 500 000 signatures par an. Et surtout, c'est le mode de sortie privilégié des cadres en CDI. Mais la note, elle, reste bloquée sur les périodes de 2008-2014 où la rupture conventionnelle était encore un dispositif récent et bien moins répandu. Et à cette époque, on signait environ 150 000 ruptures par an. Aujourd'hui, c'est plus de 3 fois plus. Donc on compare deux mondes du travail qui n'ont plus rien à voir. Et comme le dirait le sociologue Pierre Bourdieu, l'erreur ici, c'est de prendre l'histoire gelée pour la réalité vivante. Donc en fait, ce serait de figer une institution dans son passé au lieu de la comprendre dans son évolution. Et l'IPP fait parler le passé, comme s'il pouvait commenter en fait le présent. Et ça, c'est un piège narratif redoutable. Pourtant, une autre équipe de chercheurs, Cyprien Battu et Éric Morin, eux aussi affiliés à la Paris School of Economics, donc la même école que les auteurs de la note de l'IPP, ces gens-là arrivent à une conclusion presque opposée. Et leur étude montre que la rupture conventionnelle n'a pas remplacé, je cite entre guillemets, n'a pas remplacé les licenciements et les démissions, mais qu'elle a créé un nouvel espace de sortie négociée. Donc ni sanction, ni abandon, vraiment une troisième voie. Alors on peut poser quelques questions simples. Pourquoi la note de l'IPP ne cite-t-elle pas ces travaux? Pourquoi se baser sur des données vieilles de 10 ans quand on a des analyses plus récentes issues du même réseau de chercheurs? Et surtout,
Pourquoi présenter le chiffre 12% comme une vérité structurelle quand la littérature académique elle-même le nuance fortement? Donc dans la version complète de leur étude, Carey et Schoffer montrent que ce 12% peut grimper à 67% en situation comparative. 67%, vous imaginez? Donc autrement dit, si les relations de travail étaient plus apaisées, les ruptures conventionnelles remplaceraient la majorité des licenciements. Mais la note de l'IPP reste silencieuse sur le rôle de la culture du conflit, qui est présente, plus que présente en France, par rapport au dialogue social. Alors pourquoi? Pourquoi eh bien, on reste silencieux sur la culture du conflit par rapport au dialogue social? Eh bien parce que ce n'est pas ce qui sert la narration du moment. Et c'est là que tout devient limpide. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2026 prévoit d'augmenter la contribution patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle de 30 à 40%. Donc l'objectif officiel, c'est de désinciter les entreprises à y recourir à cette rupture conventionnelle. En clair, c'est de faire entrer plus d'argent dans les caisses de l'État et faire baisser le nombre de ruptures conventionnelles en étant dissuasif. Le gouvernement justifie cette mesure en citant, devinez quoi? Eh bien la note de l'IPP. Et je cite, entre guillemets, les RC ne remplacent pas les licenciements, elles remplacent les démissions. C'est ce qu'on peut lire. Donc la traduction politique, c'est en gros, eh bien, les gens abusent du système, on va le rendre plus cher. Mais en fermant cette porte de sortie négociée, est-on sûr que les salariés vont rester sagement à leur poste? Ou est-ce qu'on les incite à démissionner, perdant ainsi leur droit au chômage? Pire, ne les condamne-t-on pas à rester dans des conditions de travail qui ne leur conviennent plus, au risque de voir leur engagement s'effondrer? Et qui en pâtirait? Il y a d'un côté les employeurs et les employés. Derrière le jargon, il y a une autre stratégie budgétaire très simple. C'est plus de recettes grâce à la taxe sur les RC, c'est moins de dépenses puisqu'il y a moins d'indemnisation chômage si les gens démissionnent, et un récit moralisateur, en gros on lutte contre les abus. Donc c'est très habile. Mais comme disait Michel Foucault, le pouvoir ne se cache pas, il s'exerce dans les évidences. Et ici l'évidence, c'est ce fameux 12%, un chiffre qui paraît neutre, mais qui structure tout un discours de rigueur budgétaire. Et si vous voulez une note de réalisme, eh bien le gouvernement espère plus de 250 millions d'euros d'économies par an grâce à cette mesure. Donc pendant ce temps, on oublie que la rupture conventionnelle a permis de réduire significativement de 41% le contentieux prud'homal depuis 2008. Et ça, c'est pas négligeable. Donc une paix sociale que l'on est en train d'éroder pour gratter quelques centaines de millions. Oui, quelques centaines de millions. On parle de la dette de l'État, la dette de la France, c'est des milliards. 3000 milliards. Et là, on parle de quelques centaines de millions d'euros. Mais avant de vous dévoiler pourquoi vous devez absolument prendre les devants tant qu'il est encore temps, j'aimerais vous rappeler une chose simple. Si vous êtes cadre, que vous sentez que votre trajectoire de carrière s'essouffle, que le vent tourne ou que votre direction commence à se réorganiser autour de vous, eh bien c'est probablement le bon moment pour sortir intelligemment. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard. Et en plus, peut-être que vous en ferez une ou deux dans votre vie. Donc, plus vous l'anticipez, plus vous pouvez partir sereinement. Tant sur la partie purement financière, mais aussi sur le relationnel humain que vous avez avec votre boîte. Et c'est ça qui vous permettra d'avoir une belle négo, un vrai chèque. Donc si vous voulez qu'on vous aide à construire votre stratégie d'évasion étape par étape, prenez un premier rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera votre situation en détail et on vous donnera clairement vos options et vos chances de succès. Donc le lien est sous la vidéo. Alors si vous êtes cadre, manager ou simplement un salarié en tension dans votre poste, écoutez bien ce que je vais vous dire. Négociez tant qu'il est encore temps. Ce qu'annonce cette note de l'IPP et ce qui se prépare en coulisses, c'est un tour de vis. Dans les mois à venir, les ruptures conventionnelles vont devenir plus chères pour l'employeur et donc potentiellement plus rares et plus contrôlées. Donc certaines entreprises commencent déjà à les refuser plus systématiquement pour anticiper les coûts ou anticiper la réforme. Alors oui, si vous envisagez un départ, il est peut-être temps d'accélérer votre stratégie de négociation. Pas dans la panique, pas dans la précipitation, mais avec méthode. Parce qu'une fois la réforme passée, les marges de manœuvre sur les indemnités, sur les délais, sur les conditions, risquent de se réduire. Et on pourrait bien revenir à l'ancien monde, c'est-à-dire des licenciements arrangés, des démissions sous pression et des contentieux pour tout le monde. Donc le 12%, c'est peut-être ça finalement, c'est le pourcentage de lucidité qui nous reste avant qu'on oublie pourquoi la rupture conventionnelle a été inventée. La rupture conventionnelle, ce n'est pas un privilège, c'est un pacte d'apaisement entre les deux parties, l'employeur et l'employé, qui savent qu'un contrat peut se terminer sans conflit. Et c'est pour ça qu'on parle d'accord synalagmatique, c'est-à-dire d'un commun accord, on se sépare, en bons termes. Et si on laisse ce pacte se déliter pour des raisons budgétaires, alors le conflit social, humain, symbolique aussi, reviendra avec les coûts que l'on croyait avoir effacés, c'est-à-dire les arrêts maladie, les contentieux prud'homaux, etc. Alors la prochaine fois qu'on vous dira la rupture conventionnelle coûte trop cher,
Demandez à la personne, trop cher pour qui? Et surtout, à qui profite le crime?